de bande dessinée avec le partenariat avec BD Lire, donc n'hésitez pas à la fin de la dernière table ronde. Et Mélissa, je te laisse la parole. On a le choix. Bonjour. Bonjour public. Alors je suis ravie de voir que tout le monde n'est pas parti quand même pour cette dernière table ronde, parce qu'on a quand même 4 invités super exceptionnels. Je suis très contente d'être là avec vous pour échanger. Et donc cette dernière table ronde va porter sur le BD tremplin vers la lecture, accompagner le regard. Alors on va s'intéresser à la BD jeunesse avec nos deux expertes, Aude Sarrazin, directrice éditoriale chez Jeunesse chez Glénat, et Karine Leclerc, éditrice chez Nathan. Et on a aussi 2 experts, disons, pour le public adolescent. C'est Xavier Aurin, donc vous êtes professeur associé à la Maison de la BD, et Manon Ribis, donc libraire à la librairie BD Lire, qui est une SCOP, précisons-le, c'est important, et également anciennement médiathécaire. Alors peut-être tout d'abord, on va s'intéresser à la BD jeunesse avec nos 2 éditrices. Alors on s'adresse ici peut-être à des enfants qui sont non lecteurs ou qui sont en passe de le devenir. Voilà, donc peut-être ce qui était intéressant, c'était de voir quel est le parti pris d'une maison d'édition à l'autre, comment se structure votre offre, voilà, et donc quel contour vous donnez à cette catégorie BD jeunesse, jeune public dans vos collections. Alors peut-être Aude Sarrazin, est-ce que vous voulez commencer par nous parler de ce que proposent les éditions Glénat? Je crois qu'il y a une collection mini-bulle où il n'y a justement pas d'écriture. Ah, c'est vous, bah, je me trompe. En plus, ils ont inversé les étiquettes, c'est pour ça que je me trompe. Non, même pas. C'est tout bon. Bon bah, on peut même pas couper au montage. Voilà, mini-bulle, donc pardon, la collection mini-bulle. Est-ce que... C'est moi. C'est vous, pardon. Donc Karine Leclerc. Oui. Donc Karine, donc je travaille chez Nathan que j'ai rejoint. Donc vous connaissez peut-être cette maison d'édition, Nathan, un éditeur jeunesse historique qui est parmi les leaders sur la petite enfance avec le héros Choupi. Et puis sur le documentaire avec la collection Kididoc, avec de la fiction avec des best-sellers par le passé qui a eu Nos étoiles contraires, etc. Et donc en tant qu'éditeur plurigénéraliste, ils ont souhaité s'orienter vers la bande dessinée. Et quand je suis arrivée, moi j'ai passé donc 14 ans chez Glénat, donc c'est d'où peut-être les confusions. On va dire ça. Et donc Aude m'a remplacée et du coup je me suis posé la question de qu'est-ce que je voulais proposer au public, aux lecteurs de bande dessinée jeunesse et qui n'existait pas et qui serait pas redondant, une redite, etc. Donc j'ai fait le choix de pas aller vers BD Kids, qui est un format qui est vraiment très très attractif en ce moment, et de me concentrer sur les primo-lecteurs. Donc je me suis donné le challenge de m'adresser aux tout petits de 3-5 ans. Donc là, la collection Mini Bulle, c'est une collection de BD sans texte. C'est 20 planches de BD. En fait, c'est une histoire longue. L'enfant a entre les mains une histoire complète qu'il peut lire tout seul sur le pot. Qui peut lire, enfin j'ai des collègues qui m'envoient des photos de leurs enfants sur le pot, qui sont très très contentes parce que c'est un moment où vraiment c'est le but que je cherchais, hein, c'est la lecture autonome du tout petit, parce qu'on sait que en fait la BD aujourd'hui a un lectorat qui s'est vraiment rajeuni. Enfin, tu es spécialiste de la BD, tu nous diras, mais toutes les études nous montrent que en fait le lectorat est en train de vraiment se rajeunir. C'est-à-dire que les jeunes qui lisaient du young adult il y a quelques années, maintenant ils vont commencer à le lire peut-être dès 12-13 ans. Les lecteurs du primaire qui étaient des gros lecteurs de BD, des gros consommateurs de BD à 10 ans, maintenant ils vont commencer dès 8 ans. Et donc je me suis dit dans cette logique, en fait, ça serait bien de satisfaire les enfants qui ont envie de lire comme les grands frères et les grandes sœurs, des BD comme les grands. Donc voilà, je me suis attaquée à la BD sans texte, sachant que sur le marché, il y a très très peu de choses, puisqu'il y a un héros qui truste le marché, ça c'est mon côté coquin qui a voulu le challenger. C'est Petit Poilu, donc c'est un héros de série chez Dupuis, qui est dans toutes les librairies, hein, c'est clair, depuis 15 ans, et c'est un héros récurrent, et c'est de la BD muette. Et c'est un format BD vraiment standard, le format de Astérix, et moi j'ai voulu vraiment me mettre à la portée des enfants avec un format plus petit, cartonné,
pas du tout carton, mais une couverture cartonnée, et donc aussi une pagination réduite. Parce que c'est vrai que j'avais demandé à des parents qu'est-ce qu'ils pensaient de Petit Poilu. J'ai même interviewé des enfants pour savoir qu'est-ce qu'ils aimaient chez Petit Poilu. Vous seriez très intéressés de savoir que c'est parce que sur la case du premier album, on voit toujours Petit Poilu tout nu, on voit son zizi. Voilà, donc bon, j'ai pas copié ça, donc mais en fait voilà, ils ont les parents me disaient c'est un peu long, 40 pages de BD muette. Quand c'est de la lecture accompagnée et que le parent est à côté, c'est un peu long. Alors que là, 20 pages, on peut rentrer dans l'histoire, soit l'enfant il rentre tout seul dans l'histoire, c'est une lecture en solo, soit il est avec un adulte, un instit ou un parent, et soit le top du top, c'est l'enfant qui raconte l'histoire à l'adulte. Et ça, c'est vraiment un cadeau, parce que c'est valorisant pour un enfant de pouvoir inverser les rôles. Donc du coup, moi je suis Aude et je suis chez Glénat. Toutes mes excuses à nouveau. Non, il n'y a aucun problème. Donc oui, à côté d'un catalogue jeunesse qui est déjà bien installé sur de l'album, l'idée c'était de, en tant que Glénat, maison bien connue pour la BD et le manga, c'était d'arriver sur ce format pour le coup BD Kids, de format souple qui s'est installé depuis des années et qui est très référencé en librairie, qui s'est vraiment installé comme un segment un peu à part et à part entière, en tout cas dans ce vaste champ de la BD, d'arriver avec des séries. Et ce côté, c'est pour le coup des ouvrages assez amples, puisqu'on a 80 pages, 72 planches, mais c'est très fractionné, c'est vraiment très segmenté, et l'enfant peut à la fois, à partir de 6-7 ans, en fonction de la façon dont ils sont à l'aise aussi avec la lecture, soit vraiment lire de façon linéaire, soit aller picorer, puisque c'est très chapitré, des histoires. Et donc c'est aussi valorisant parce qu'effectivement parfois ce côté premier roman, puisque c'est l'âge aussi des premières lectures, est un peu impressionnant pour certains enfants. Là, on peut vraiment, voilà, pour ceux qui ont envie de dévorer l'ouvrage, y aller de la première page à la dernière, et pour d'autres, au contraire, aller chercher sur certaines séries du gag même en une planche, donc vraiment de la lecture plaisir, où on picore et où on se balade dans l'ouvrage, et pour d'autres d'avoir déjà des histoires plus complètes avec une narration un peu plus dense. Donc c'était aussi ce pari-là d'intégrer dans un catalogue jeunesse pur d'albums une ligne BD sur un segment qui est très dynamique, avec voilà cette appréhension de la lecture qui fonctionne très très bien sur cette tranche d'âge-là. Qu'est-ce que vous aimeriez ajouter peut-être sur ces BD? Donc là, on voit une narration, peut-être sur ce qu'on voit beaucoup j'ai l'impression, de personnages féminins. Donc qu'est-ce que vous aimeriez en dire? Là, on voit une petite fille en licorne, on voit une petite fille avec des couettes, on voit une maîtresse qui est aussi geek que ses élèves. Qu'est-ce que vous aimeriez en dire? Évidemment, on est dans cette tendance aussi d'avoir des BD de plus en plus inclusives, avec des personnages forts, très variés. Donc le principe même de ces BD-là, c'est que la trame, elle est quand même avant tout sur de l'humour. En général, on est vraiment sur des sujets qui parfois sont un peu sérieux derrière, mais qui sont amenés avec légèreté et avec humour, par le biais de l'humour toujours. De l'imaginaire, des choses un peu loufoques, un peu zinzin, des personnages aussi qui vont faire rire les enfants, et dans lesquels, d'une façon ou d'une autre, ils vont pouvoir s'identifier, parce que même si on passe justement là par le biais d'animaux ou autres, on se raccroche vraiment à un univers proche des enfants, dans lequel ils peuvent se projeter facilement, et où ils vont retrouver les thématiques qu'ils adorent, entre les histoires entre copains, la famille, l'école, même si elle prend des tournures un peu particulières, comme dans Annette, apprentie sorcière, on est dans une école de magie, mais il y a toujours des univers qui sont proches d'eux, vraiment, dans lesquels ils peuvent se reconnaître. Alors peut-être, mesdames, quelle différence vous faites l'une et l'autre entre une BD qu'on dirait tout public et une BD qui serait spécifiquement jeunesse? Est-ce qu'il y a une différence pour vous? Alors les thématiques, elles peuvent être déjà différentes, comme disait Aude, il y a les thématiques qui parlent aux enfants, donc les thématiques du quotidien, les genres qu'ils affectionnent, donc l'humour, l'imaginaire, les super-héros, voilà, donc on va vers des thématiques qui vont leur parler. Bien sûr, on va pas aborder des thèmes je parle pour les tranches d'âge vraiment on va dire des 3-8, on va dire. On va pas aborder par exemple des thématiques pointues de réalisme historique ou d'enquête. Enfin voilà, on exclut certaines thématiques d'actualité aussi. Donc ça passera par là.
ça passera par les formats qui leur plaisent. Donc en ce moment, on voit vraiment une appétence pour le format manga. Les enfants ne font pas de distinction entre les questions de reliure, etc. Ils s'en fichent un peu si c'est un dos rond, un dos toilé. En revanche, ils vont être attirés par un graphisme très vif, très acidulé quand ils sont petits. Après, ils migrent vers le manga et vers le noir et blanc. Donc je dirais qu'il y a la forme graphique et puis après, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a une vraie réflexion quand on est éditeur sur à quel moment on quitte le genre jeunesse et à quel moment on bascule vers soit du young adulte, soit du tout public. Et moi, j'ai le cas sur des BD, parce que là, je vous ai parlé de Minibule, c'est l'entrée de gamme, mais je vais jusqu'au roman graphique et aux adultes. Et d'expérience, quand j'étais chez Glénat, il y a eu des fois des BD qui étaient pas pensés comme des BD jeunesse et qui ont été primés à Angoulême par le prix jeunesse. Et par exemple, Zombilenium, c'était pas une BD jeunesse au départ, elle a eu de mémoire un prix jeunesse à Angoulême. Donc les enfants s'approprient des fois des genres qui sont pas pour eux, parce que c'est plus sympa d'aller vers ce qui n'est pas pour soi. Donc c'est toujours cette histoire d'aller vers le plus grand et de lire de plus en plus jeune ce qui est pour les plus grands. Donc il y a cette question qui sera jamais résolue de à quel moment on est tout public ou BD jeunesse. Et moi, il y a des BD là que je vais proposer en fin d'année 2023. On en parlait justement avec ma scénariste qui est là. Est-ce qu'on va positionner ce titre qui est un biopic? Est-ce qu'on va le positionner comme une BD jeunesse ou une BD tout public? Et ça sera même pas une BD young adulte. C'est soit on va être jeunesse, soit on va être vraiment tout public. Pour moi, c'est plutôt tout public. Voilà. Donc c'est en gros ce que je peux vous partager. Oui, j'ai pas grand-chose à ajouter. C'est vrai qu'en fait, il y a des choses qui nous échappent totalement. Nous, on se raconte des choses en tant que professionnels du livre, côté édition, côté libraire, prescripteur, etc. Et puis après, il y a ce que le public en fait, comment il se l'approprie. Donc il y a pas mal de choses qui nous échappent là-dedans. Et nous, on doit... Enfin, par exemple, on met pas forcément... Nous, commercialement, on a besoin de dire que c'est dès 5 ans, 6 ans, 7 ans, parce qu'on a besoin quand même de positionner les choses. Mais en réalité, en fonction de la maturité des enfants, de leur niveau de lecture, de la perception que les adultes ont d'eux aussi, les acheteurs en général sont les parents, donc il y a un moment où ça vous échappe et c'est tant mieux parce que finalement, voilà, l'ouvrage vit sa vie aussi après. Donc dans les catalogues, on est obligé de ranger un peu les choses quand même, mais au final, il y a plein de choses qui vivent leur vie et ça nous échappe un peu, ouais, effectivement. Alors ça veut dire aussi peut-être que dans les choix de collection, vous gardez toujours en tête que vous adressez donc évidemment à tel public élargi, mais aussi aux parents, puisque c'est les acheteurs, comme vous le dites, Aude Sarrazin, mais ils sont lecteurs aussi. On peut espérer qu'ils lisent aussi les... Je pense que tout le monde a fait cette expérience effectivement en tant qu'adulte, que quand un enfant s'approprie et affectionne un livre, on est bon pour un certain nombre de soirs à le lire, le relire, le re-relire. Donc il faut y trouver aussi, outre la complicité avec son enfant, une forme de plaisir de lecteur adulte. Donc c'est vrai que, par exemple, sur la série Alice Présidente, dans les petites BD que vous avez vues chez Glénat, là qu'on vient de sortir, il y a deux niveaux de lecture très clairement. Il y a vraiment il y a ce fantasme de l'enfant qui devient président de la République et qui joue à j'ai le pouvoir et je fais ce que je veux. Donc ça c'est le fantasme pur et voilà, c'est ce côté immédiat et premier degré de l'enfant. Et puis derrière il y a tout ce que ça raconte aussi de voilà, nos gouvernants, qu'est-ce qu'ils font de ce pouvoir-là. Et les adultes s'y retrouvent complètement, parce qu'on peut aussi très bien être sur de la lecture accompagnée, effectivement, pour des enfants plutôt de 6-7 ans, qui sont peut-être encore un peu juste en lecture autonome, et donc le parent, vraiment, il trouve son compte aussi. Et oui, je pense que on est aussi attentif à ça, bien sûr, quand on sort un livre pour enfants, d'avoir ces clins d'œil aussi aux adultes, aux lecteurs. Moi, je me dis souvent, de même que quand j'offre un cadeau, j'ai envie que j'offre des cadeaux que j'aimerais qu'on m'offre potentiellement. De même, quand je publie des BD, je me dis, je publie des BD que j'espère les gens auront plaisir à lire de manière intergénérationnelle. Donc, c'est quelque chose que je garde en tête et c'est vrai que la tranche d'âge, elle passe au second plan parce que le plaisir, c'est vraiment de l'émotion aussi, la lecture. Là, on parle du tremplin vers la lecture. L'émotion peut être le plus gros tremplin vers la lecture, en fait.
Et alors aussi, ces ouvrages, ils peuvent être des supports pédagogiques, parce qu'on a parlé des enfants, des parents, mais j'imagine que vous travaillez aussi dans l'idée de, enfin peut-être sur certains ouvrages, certaines collections, comment des enseignants peuvent les utiliser en classe. Est-ce que vous avez des collections, des ouvrages qui sont ciblés justement pour ça, par le SNE par exemple ? Nous, on a une BD qui a été sélectionnée dans le dispositif de la BD en classe. Je pense que Glénat aussi. C'est un dispositif qui a été soutenu par le SNE et l'Éducation nationale, avec un corpus de, je crois, 20 bandes dessinées qui sont sélectionnées par le biais de la thématique qu'il a cette année sur la nature, et donc ça donne la possibilité aux enseignants de les étudier en classe, de décrypter, voilà. Et donc ça, c'est clairement une exploitation pédagogique, une façon de rentrer dans les écoles avec la BD. Mais nous, Nathan, en tant qu'éditeur avec vraiment un ADN scolaire, c'est quelque chose que j'essaye d'insuffler dans la ligne éditoriale avec des cahiers bonus à la fin de mes BD quand ça s'y prête. Je partage les coulisses ou des informations documentaires, etc., annexes à la fin de l'histoire. Donc c'est quelque chose que j'aime bien faire. Par exemple, là, on va adapter un podcast en BD. À la fin, on a tout un cahier annexe qui fait parler le journaliste et des gens de Radio France qui expliquent les coulisses du podcast à la BD. Donc il y a un côté un peu à la fois interdisciplinaire et puis documentaire. Pas pédagogique, mais documentaire. Oui, chez Glénat, on a effectivement aussi cette réflexion-là avec des fiches pédagogiques qui sont disponibles pour certains ouvrages parce que ça s'y prête. Et sinon, c'est plus sur, pour le coup, je pense aux 10 idées reçues qui sont sorties. Donc, on a eu un premier titre sur le climat et un second sur Internet, qui sont des docus graphiques, puisqu'en fait, c'est vraiment présenté comme une BD, un peu comme on scrollerait à l'intérieur d'un blog. Il y a vraiment beaucoup d'illustrations. Ça s'adresse plutôt à des pré-ados et des ados. Mais il y a justement des experts derrière qui font passer le message, en l'occurrence, donc le premier par exemple sur le climat, avec le biais justement de bulles, de personnages qui dialoguent entre eux, comme des avatars d'experts, un peu comme on suit une chaîne YouTube avec des infos qui sont des vraies infos super vérifiées, très documentées, avec d'ailleurs toute une biblio à la fin, mais c'est présenté de façon vraiment comme un roman graphique le serait en fait. Et on joue beaucoup, moi ça m'a frappé à la dernière foire de Francfort, la BD en fait s'installe un peu dans plein de formats qui jusque-là étaient un peu des chasses gardées, pour le documentaire par exemple. Tu as développé toute une collection toi Karine, mais il y a effectivement des éléments comme ça, des codes qui commencent à s'installer un peu partout. Et même pas qu'en France, c'est ce que j'ai remarqué en tout cas chez certains éditeurs étrangers à Francfort cette année. Donc il y a une vraie tendance qui a l'air de s'installer et c'est sur le long terme, je pense, vraiment. Puisqu'on parle de support pédagogique et que Xavier Aurin nous montrait les documents du SNE, je me tourne vers vous. Vous êtes professeur associé à la Maison de la BD. Alors pour parler du public adolescent, vous avez souhaité nous montrer quelques chiffres. Vous avez été chercher des chiffres, donc je me tourne vers les diapos. Alors, je dois préciser simplement, donc, je suis professeur de français au lycée actuellement, donc au lycée Vaucanson à Tours. Et donc ma mission qui a commencé à 5-6 ans est vraiment consacrée exclusivement au second degré. Et c'est spécifiquement cette classe d'âge qui perd vraiment les habitudes de lecture. C'est-à-dire que jusqu'à 11-14 ans, je crois que c'est quasiment 90% des enfants qui lisent massivement des BD. Et la classe qui suit, c'est-à-dire sur les 15-17 ans, on bascule à 30 ou 40% à peine. Donc il y a vraiment un effondrement de la lecture de BD sur cette classe d'âge. Et ce dont ils témoignent, les enfants, et là je me réfère à des études qui ont été faites, Ipsos et puis CNL, etc., on constate que cette classe d'âge a même un certain mépris vis-à-vis de la lecture bande dessinée qui est ramenée à une lecture enfantine et qui appartient vraiment au domaine de l'enfance. Alors après, ceux qui continuent de lire des BD se tournent majoritairement vers le manga, sans forcément de jugement de valeur sur ce point. Mais en tout cas, on constate vraiment un effondrement de la lecture globalement sur cette classe d'âge et
même aussi et plus spécifiquement un rejet de la bande dessinée comme support. Donc moi, mon travail, notamment auprès de la Maison de la BD, quand j'ai intégré j'étais déjà assez proche de l'association avant comme bénévole ou adhérent, mais l'idée c'était de travailler surtout sur les classes que je connais, puisque je travaille exclusivement en lycée, essayer de redonner des supports qui puissent permettre à des lycéens de voir une BD qu'ils connaissent pas, parce qu'ils ont plein de préjugés depuis donc à peu près une dizaine d'années que je travaille sur la BD avec des lycéens. Quand on leur demande un peu quelles sont les bandes dessinées qu'ils connaissent, on va toujours retrouver les classiques Tintin, Astérix, qui sont du coup des BD des années 40 quand même, c'est toujours assez étrange, mais bon, il y a quand même toujours la BD de Papy, mais très bien. Et après, c'est Lily et Max ou Toto, enfin c'est le monde d'une enfance qui paraît vraiment pour le coup révolue. Et donc l'idée c'était, en fait, au final, c'est plutôt essayer de proposer à des lycéens des BD adultes en leur donnant des éléments suffisamment consistants pour s'y intéresser, et donner aussi des éléments aux enseignants pour pouvoir s'en emparer. Je pense qu'on posera aussi la question peut-être de la place de la BD dans les programmes ou dans l'éducation nationale, mais ce serait un très vaste sujet. Mais alors, sauf si quelqu'un veut réagir. Bon, et ben alors justement, je prends la balle au vol, puisque vous parlez de contenu pédagogique. Il existe aussi des BD, des mallettes pédagogiques qui sont proposées. Qu'est-ce que vous aimeriez en dire ? Bon, alors c'est un peu mon cheval de bataille. Donc là, vous voyez, les valises pédagogiques, elles sont déjà proposées de longue date par la Maison de la BD. Donc là, celles qui sont par exemple présentées par la suite, c'est donc Sébastien Duforestel et enfin toute l'équipe façon pédagogique de la Maison de la BD, ainsi que Alain Gougry, qui est professeur détaché et qui travaille beaucoup sur le premier degré. Et donc il y avait déjà énormément de choses pour le premier degré, pour l'école primaire, avec beaucoup de... Donc ce qu'on appelle les valises pédagogiques, en fait, c'est des lots d'albums qui sont prêtés aux élèves avec des supports qui permettent aux enseignants de s'en emparer. Et je trouve que c'est important de rappeler, parce que c'est vrai que souvent la bande dessinée, on s'en sert un peu à la marge quand on voit justement dans les programmes, ça sert à illustrer un sujet rapidement en 2 minutes, mais c'est rarement considéré déjà comme une œuvre intégrale à laquelle on va s'intéresser assez longuement. Et d'autre part, j'ai perdu mon fil, je ne sais plus ce que je voulais dire. Bon, j'ai un trou. Mais voilà. En plus, c'est un point important, mais c'est que la bande dessinée, je trouve que ce qu'il faut vraiment défendre, c'est l'idée que les élèves les lisent. C'est très bien de rencontrer les auteurs, c'est très bien de faire des ateliers autour de la BD, mais lire une BD, un rapport intime de soi à l'album. Et pour ça, il y a des contraintes de moyens, parce que ça coûte extrêmement cher, et qu'il n'y a quasiment rien qui nous permette d'étudier des albums. On ne peut pas demander à des parents de lâcher 12 €, 20 € par élève, on aurait des ennuis forcément. Donc l'idée, c'est, grâce à ces valises, on a des lots d'albums de 15 à parfois jusqu'à 30 albums qui sont disponibles, que les professeurs peuvent emprunter, avec des accompagnements qui permettent de vraiment étudier certaines œuvres qui ont été choisies, parfois en comité, parfois de manière plus personnelle, en fonction de l'actualité, de BD Boom, voilà. Donc c'est ça l'idée de la valise pédagogique, c'est-à-dire proposer des listes d'ouvrages, c'est gratuitement empruntable auprès de la structure de la Maison de la BD, qui est quand même une chance pour la région. Alors ça veut dire que ces BD, je vais y arriver, ces mallettes constituées de BD, elles sont thématiques aussi, donc il y a différentes thématiques. Alors comment ça se passe, par exemple, un enseignant qui est dans telle classe, dans telle discipline, et qui dit j'aimerais faire travailler ma classe sur tel sujet, qu'est-ce que vous avez en stock? Et du coup, il dit par contre, moi par exemple je suis pas spécialement lecteur de BD, quels conseils vous pourriez donner en fait, pour utiliser le lot? Alors, finalement, je pense que les enseignants sont eux-mêmes souvent plus lecteurs qu'on peut le penser. C'est-à-dire que j'ai quand même beaucoup de collègues qui connaissent finalement assez bien la bande dessinée. J'ai l'impression, en tout cas, qui connaissent je vais donner quelques exemples connus, mais Riyad Satouf ou Emmanuel Guibert ou Catherine Meurice sont globalement souvent assez bien connus du corps enseignant. En fait, là, c'est plutôt des ouvertures d'ateliers, des pistes qui sont empruntables après de
par l'enseignant suivant sa liberté pédagogique. Mais de fait, on a choisi des thématiques qui permettent d'aborder des sujets qui ne sont pas forcément traités facilement en classe, notamment les questions climatiques. Donc là, vous projetez 6 albums qui ont été choisis en lien avec les questions de climat ou d'écologie de manière générale, avec des niveaux de difficulté très différents. C'est-à-dire que Saison brune, j'en ai conscience, c'est une BD qui est très difficile d'accès, mais que c'est vraiment formidable de voir 5-6 élèves qui s'en emparent, même s'ils lisent à moitié. Pour moi, déjà, l'objectif est atteint. Et puis, il y a des bandes dessinées plus faciles d'accès, comme Manuel de la jungle, ici, de Jou Benikobi, qui est présenté en même temps. Ça permet de jouer aussi avec l'hétérogénéité dans le niveau de lecture. Voilà, en tout cas, faut savoir que le préjugé selon lequel c'est des lectures qui sont faciles, en tout cas c'est vraiment un préjugé, c'est que finalement les lycéens ils sont souvent plutôt surpris en seconde, première de la complexité de certaines lectures d'une part et des possibilités qui sont offertes par ce biais-là en termes d'éclairage sur le monde contemporain, sur des questions aussi complexes que celles du réchauffement climatique, par exemple. Alors je me tourne vers Manon Ribis, donc libraire à BD-Lire, et vous avez aussi été médiathécaire. Donc justement sur l'idée de la BD pour s'approprier un univers, pour comprendre mieux la réalité, qu'est-ce que vous aimeriez dire pour réagir à ce que disait Xavier Aurin? Sur la question, oui, par exemple de la BD documentaire, effectivement, qui a fait un bond assez considérable, en tout cas on le voit sur le marché. Effectivement, c'est un outil, on peut considérer ça effectivement comme un outil vraiment intéressant d'un point de vue pédagogique et qui nous sert aussi effectivement sur la valorisation en fait de la bande dessinée en tant que telle, c'est-à-dire qu'elle a longtemps été dévalorisée, qu'il a, on trouve en tout cas renaît un petit peu de ces fameuses cendres et la BD documentaire tout d'un coup on se dit il y a quelque chose effectivement de plus sérieux. Après là moi j'insisterai aussi sur le côté, là c'est un peu ma double casquette ancienne médiathécaire et puis libraire, le côté de la médiation, de l'importance en fait à la fois de notre positionnement nous en tant que professionnels sur le fait de valoriser en fait cet art, que ce soit d'un point de vue documentaire ou fictionnel en fait, et oui de créer potentiellement un réseau aussi conséquent et d'oser faire des choses en lien avec notre public. Donc notre position elle est plus dans la prescription mais dans la médiation, et c'est là-dessus que je pense que c'est vraiment important qu'on l'entende et qu'on se repositionne aussi par rapport à ce statut-là. Je sais que, en tout cas dans la médiathèque dans laquelle je travaillais, on se posait beaucoup ces questions-là en fait on est presque maintenant des médiateurs culturels, médiathécaires, bibliothécaires, qu'est-ce que ça veut dire maintenant, surtout avec tous les supports qu'on propose, et la BD en fait clairement partie, oui. Alors justement, dans une librairie comme BD-Lire, comment on travaille sur je sais pas si on dit un rayon, un fond pour ce public adolescent? Alors c'est vrai que c'est compliqué parce qu'effectivement, comme toute librairie spécialisée, il y a un espace qui est dédié en fait à la jeunesse, un espace dédié pour l'adulte où on essaye de thématiser aussi par genre. Le fond adolescent, il est entre deux, il peut voguer entre différentes thématiques et surtout, c'est là qu'on se rend compte qu'effectivement, est-ce qu'on a vraiment besoin de catégoriser effectivement tout et qu'est-ce que la BD pour les adolescents? Ça c'est une vaste question. On le disait de la même manière en fait pour le fond jeunesse. En fait, de la même manière, un enfant il va avoir un niveau de lecture complètement différent suivant déjà suivant son appétence, suivant l'appétence aussi de la famille, parce qu'on le sait, la famille est le premier vecteur en fait de la lecture dans les études aussi que tu citais tout à l'heure. C'est clairement noté. Donc un fond adolescent. Là, c'est aussi notre rôle de médiateur, de médiatrice, de conseil, de comprendre les goûts de l'adolescent. Et en fait, on se rend compte que on va être à la fois dans le fond jeunesse et puis dans le fond adulte. Après, de fait, sur le public adolescent, clairement, et là les études le montrent très bien, et nous on le voit en librairie, là le fond manga prend de plus en plus d'importance, ça c'est évident.
Et là encore, c'est une question de positionnement où je reprends ma casquette de médiathécaire. Le manga a longtemps été oublié de nos structures et il faut lire, en fait, lire. C'est très bête dit comme ça, mais pour en parler même en formation, on se rend compte qu'on est un peu en décalage. On en reparlera peut-être effectivement de la question du manga un peu plus tard, mais cette question du positionnement, là, il faut juste aussi accepter à un moment donné déjà que le public adolescent, eh ben oui, il se coupe de nos institutions. Pourquoi il se coupe de nos institutions ? Peut-être qu'on n'est pas dans le bon positionnement d'accueil. Qu'est-ce qui fait qu'il reviendrait potentiellement ? Et puis on a le droit aussi d'accepter, juste de se dire, ils reviendront plus tard. Et c'est pas grave. Tant que nous, on est là et qu'on est dans la médiation et qu'on fait en sorte d'être dans cette position d'accueil, je pense que c'est là l'enjeu. Et après c'est à nous de faire attention et de pas trop catégoriser en disant ça c'est trop jeunesse ou ça c'est trop adulte. Je trouve qu'il faut qu'on soit vraiment vigilant là-dessus et que ce soit en librairie ou en médiathèque, on a eu tendance à un moment donné d'être trop dans cette prescription-là et il faut qu'on y soit vigilant. Alors justement, puisqu'il est question du manga, est-ce que l'un de nos autres invités a envie d'ajouter quelque chose sur la place qui est accordée ou qui pourrait être accordée au manga dans une maison d'édition, peut-être dans une mallette pédagogique ? Alors, c'est un sujet sur lequel je suis moyennement à l'aise, que je suis assez peu documenté. En tout cas, j'ai lu quelques mangas dans ma vie, mais très peu finalement. Je vais pas vous dire ce que j'ai lu comme manga, ça va pas forcément vous passionner. Mais voilà. En tout cas, ce qui est certain, c'est que je peux relayer une certaine impuissance là pour le coup du corps enseignant, parce qu'à mon avis, il y a peu d'enseignants qui connaissent le manga, et il y a vraiment, et là on en parlait tout à l'heure dans la table ronde, alors c'est valable pour la BD franco-belge et en général, c'est valable pour toute la BD, mais il y a une surproduction qui fait qu'on a une lisibilité c'est dur d'avoir une lisibilité là-dessus, et spécifiquement sur le manga. Les mangas qui sont le plus massivement lus par les élèves, je pense que c'est pas forcément des mangas qui vont servir d'objectif pédagogique en classe. Je pense pas, j'ai du mal à imaginer. En tout cas, du coup, j'ai quand même lu One Piece ou Hunter x Hunter ou des séries comme ça par curiosité, et j'aurais du mal à les soutenir dans leur rôle pédagogique. Mais par contre, je trouve que c'est essentiel de lire, et je sais pas, c'est pas désagréable à lire. J'ai pris beaucoup de plaisir à lire ces séries par ailleurs. Voilà, ce que je peux juste dire, c'est qu'il y a un manque là-dessus, et de formation, et peut-être même de tri qui est fait par un certain nombre d'acteurs, qu'ils soient culturels ou institutionnels, pour permettre à des enseignants de faire le tri en tout cas. Juste d'un point de vue statistique, une BD sur deux, un peu plus d'une BD sur deux vendue en France est un manga. Ça représente une part du marché qui est juste considérable et qui représente effectivement une grande majorité du public adolescent. Juste petite info aussi sur le fameux pass culture qui est mis en place par l'État. Sur les 2 millions d'utilisateurs du pass culture, il y a presque 60% en fait du pass qui est utilisé en fait pour l'achat de livres. Donc c'est déjà énorme, c'est super, et on sait que principalement ce sont des achats de mangas. Donc c'est pas anodin, on peut pas se permettre d'ignorer cette donnée-là, surtout si on est dans une démarche à la fois d'accueil, de valorisation et de médiation en fait pour ces publics-là. À nous de faire ce pas considérable, effectivement, de s'y mettre, de lire, de s'intéresser et de faire découvrir aussi effectivement d'autres séries qui n'ont plus besoin de nous, parce que clairement les grosses séries, les One Piece, Fairy Tail, etc. n'ont pas besoin de nous pour vivre. Cependant, il y a une littérature complètement foisonnante et dingue, comme tu le disais. On peut parler entre guillemets de surproduction, mais alors voilà, là, nous, on a notre rôle, en tout cas, encore une fois, de médiateur, médiatrice, et de piocher là-dedans et de faire le tri sur ce sujet-là. Moi, je suis pas du tout éditrice de manga, mais je pense que quand on est éditeur, on est vraiment tenu à une mission d'observation
de la société, des gens qui nous entourent, des pratiques culturelles. Bon. En plus, j'ai grandi dans une famille de sociologues, donc je suis habituée à regarder et à essayer de comprendre ce qui m'entoure. Donc le manga, c'est un phénomène culturel, c'est aussi un point de rupture dans les pratiques, ça oblige tout le monde à bouger les lignes. Physiquement dans les points de vente, parce que les libraires, enfin moi j'ai fait comme on dit chez Nathan, un store check cet été, j'ai appris le vocabulaire de chez Nathan. Donc en vacances j'allais, je faisais des visites en librairie et je voyais que peut-être sur 10 libraires, il y en a peut-être 8 qui sont en train de reconfigurer leurs espaces de vente. Et c'est vachement intéressant parce que d'un point de vue sociologique, c'est vraiment physiquement, les libraires, ils sont en train de pousser les murs pour faire de la place pour le manga. La question n'est pas est-ce qu'ils aiment vendre du manga ou pas, est-ce qu'ils sont une culture manga ou pas. Ils vont naturellement vers ce que les enfants réclament. Voilà, parce qu'il n'y a pas beaucoup de choses que les enfants réclament en termes de biens culturels, livres, mais ils vont, et ça serait vraiment bête de pas leur donner satisfaction. Après, la question que ça pose, c'est nous, quelle place on a, nous, à jouer, quel rôle on a à jouer et comment on trouve notre place dans ce mouvement vraiment majeur. Et donc, les rayons bougent. Moi, la réponse que je trouve là-dedans, c'est que on voit aussi que la nouvelle génération des auteurs et autrices, dessinateurs, dessinatrices, sont biberonnés au manga aussi. Que ça soit Glénat ou Nathan, on a signé la même autrice, Elodie Chanta, qui est une jeune, c'est la jeune génération montante en France de dessinateurs. Et donc, quand on regarde son style, nous, de notre âge et de notre point de vue, on voit clairement qu'elle a été biberonnée au manga et son style est pétri des codes du manga. C'est pas du noir et blanc, c'est de la couleur. Elle a mis de la couleur pop. C'est une jeune femme. Elle s'exprime avec ses codes. Et donc en fait, la BD jeunesse d'aujourd'hui, il y a tout un pan qui est crypté des codes du manga. Donc avec un ton aussi peut-être avec plusieurs niveaux de lecture, de l'humour un peu des fois corrosif. Elodie Chanta, si vous regardez, ce qui plaît beaucoup, elle a énormément de fans sur Instagram, c'est que en fait nous les adultes, on va y trouver un humour absurde de nonsense, très contemporain, et les enfants, ils vont y trouver une aventure à leur hauteur. Donc c'est peut-être ça aussi qui fait le nouveau vocabulaire de la BD jeunesse, en tout cas tout un pan. Et puis on n'a pas parlé du webtoon, mais là on est en train de parler du manga, mais peut-être que en fait le vrai sujet, si on veut être prospectif, c'est de se penser. Moi je me dis, je suis à la masse avec le manga, autant que je regarde direct le webtoon. Mais en fait je suis déjà larguée pour mettre une clé USB dans mon ordi. Non, j'exagère un petit peu. Non, mais je vais au congrès de webtoon pour me déniaiser et puis pour toute façon on doit observer et tout, mais le manga, enfin pour moi c'est déjà un non-sujet en fait. Il est là, il y a même pas à commenter. Enfin, c'est juste essayons de faire la juste place aux biens culturels par rapport aux besoins et aux envies de nos lecteurs. Enfin, c'est ma vision, quoi. Ce qui est intéressant aussi avec le manga, c'est qu'il y a ce côté, pour le coup, chez Glénat, moi, voilà, ça infuse, que je le veuille ou non, parce que je suis pas éditrice manga non plus, mais c'est les bureaux d'à côté. Et c'est aussi une façon très transmédia finalement de travailler, puisqu'il y a à la fois les versions animées qui passent sur les plateformes, il y a effectivement les ouvrages, et les enfants passent de l'un à l'autre, et ça ne s'exclut pas, ça se complète. Et c'est aussi en tant que réflexion globale de se dire, ok, ça raconte quoi en fait des pratiques de lecteurs de maintenant, ça raconte quoi de ce qui va se passer demain. Je suis d'accord avec Karine, il va falloir qu'on soit déjà sur l'étape d'après. Et c'est comment nous on va se l'approprier à notre façon, parce qu'on va pas pour autant faire des BD jeunesse qui vont ressembler tout à du manga, ça aurait pas forcément de sens. Mais d'une façon ou d'une autre, ça vient aussi redessiner les contours de la BD telle qu'elle est aujourd'hui. Et au contraire, ça élargit le lectorat, ça élargit le champ de vision qu'on a. Donc c'est en ce sens-là que, quoi qu'il arrive, il faut qu'on en tienne compte. Et que, voilà, les auteurs se baladent, ils sont pas non plus cloisonnés, les lecteurs se baladent, ils sont encore moins cloisonnés. Donc tout ça arrive à nous de toute façon. Et c'est en ça aussi que c'est hyper intéressant à observer et à s'approprier d'une façon ou d'une autre. C'est pour eux, donc ça arrive aussi chez nous, quoi qu'il arrive.
J'ai l'impression, là, en écoutant, en parlant de tout ça, je me rends compte que, d'une manière générale, j'ai l'impression que on est en train de doter les étiquettes à toutes sortes de choses, que ça soit dans les identités de genre, les genres littéraires. Il y a beaucoup de crossover, de spin-off, de transmédia. En politique, les étiquettes sont en train de sauter. Enfin, je veux dire, tous les cloisonnements avec une vision binaire des choses sont en train de sauter. Donc, je pense que nous, faut qu'on soit ultra flexible, adaptable et publier des œuvres fluides, en fait. Et d'autant plus quand on voit désolé, mais le taux d'illettrisme en France qui est quand même encore conséquent, il y a presque 3 millions de personnes encore qui sont illettrées, et on se dit, en fait, c'est exactement ça, c'est l'idée de coupure des différentes frontières qu'on pouvait avoir sur les différents genres, et en fait, je pense qu'on peut juste se réjouir, en fait, qu'il y ait autant de lectorats, en fait, qui lisent des mangas, surtout que c'est un sens de lecture particulier, qui casse, d'un point de vue scientifique, je veux dire, l'opération du cerveau, elle est quand même pas anodine pour les enfants, et juste, je pense qu'il faut s'en réjouir. Et comme je vous le dis très bien, en tout cas que ce soit d'un point de vue de nos différents métiers, que ce soit l'édition, la librairie, les bibliothèques et l'institution scolaire, en fait, voilà, c'est à nous effectivement aussi de nous adapter et puis de voir encore plus loin, parce que le webtoon va faire parler de lui, c'est certain. Et juste qu'on soit en tout cas réjouis que cette tranche d'âge en fait lise tout simplement. Mais personne ne critique le manga. Hein. Il y a quelque chose qu'on ne dit pas trop souvent, je trouve, c'est les valeurs que porte le manga. En fait, le manga, moi, j'ai demandé justement à des anciens collègues de Glénat de me décrypter un petit peu les codes du shonen, hein, parce que je connais rien du tout. Et donc, ils m'expliquaient que c'est des valeurs d'amitié, c'est des valeurs de récit initiatique. Donc, c'est toujours des enfants qui agissent en équipe, en bande. Donc, c'est des valeurs du collectif, c'est le club des 5 en manga. Il y a toujours des épreuves comme dans les contes pour enfants. Il y a des épreuves à transcender, des challenges donc en fait il y a plein de valeurs positives qui sont portées. Donc c'est plutôt s'intéresser à qu'est-ce qui fascine en fait les enfants dans ces codes et dans ces messages qui sont portés aussi. Bon, il y a un blanc à l'antenne. Alors je vais me tourner vers le public. Je sens que vous avez plein de questions. Je vois une main qui se lève. Oui, je voudrais vous encourager à parler du webtoon. Je ne suis pas persuadé que tout le monde Je vous donne le micro. Vous voulez qu'on parle un peu du webtoon ? Et vous voulez que la néophyte que je suis ? Oui, alors volontairement, c'est-à-dire que y compris dans la manière dont ça peut potentiellement impacter vos pratiques éditoriales. Moi, j'ai un chiffre qui me vient, c'est 85% des jeunes de 11 à 14 ans ont un smartphone. J'ai des filles qui ont cet âge-là et qui téléchargent l'application coréenne de Naver, qui est une filiale de Samsung, et c'est un rouleau compresseur. J'ouvrais l'application là pendant que vous parliez pour voir les centaines de milliers de likes des séries qui sont diffusées sur cette plateforme. Et voilà, ça m'intéresse que vous en disiez un peu plus si vous avez envie. Alors le webtoon, c'est un peu surréaliste que j'en parle, mais je fais bien volontiers. Je m'excuse si je ne suis pas scientifiquement précise. Mais des fois, c'est quand on vulgarise que c'est le webtoon, ça vient de Corée. C'est entre le manga et l'animé, et donc c'est de la BD à scroller. Donc c'est du case à case, on prend son smartphone et on déroule, et c'est un puits sans fond d'épisodes. Ça fonctionne un petit peu comme des saisons de feuilleton, c'est-à-dire qu'il y a épisode, saison 1, saison 2, et on peut rester comme ça, case à case, à se laisser porter par un récit. Ça se lit par rapport à un manga. Ce qui est intéressant, c'est on n'a pas parlé du rapport au temps de lecture en fait. Une BD, on en a parlé tout à l'heure dans les autres tables rondes, un roman graphique, Frédéric Lavabre disait que c'est une heure de lecture, en gros, ça dépend bien sûr si on est un gros lecteur. Un roman de 500 pages, c'est 6 heures. Une BD, c'est 1 heure. Un manga,
3 quarts d'heure, entre une demi-heure et 3 quarts d'heure. Un webtoon, ça va être 10 minutes, 12 minutes, voilà. Donc en fait, qu'est-ce qu'on voit? C'est qu'il y a un raccourcissement du temps, un resserrement. Et ce qui plaît, c'est que le webtoon, c'est du case à case. Il n'y a pas de lecture, de décryptage, puisqu'on est sur une case unique. Et voilà. Et donc c'est ce qui est intéressant, parce que vous dites que vos filles, vos enfants le lisent. C'est un genre qui n'est pas adapté, qui n'est pas pensé en Corée. Moi, j'ai eu des rendez-vous avec les éditeurs de webtoon. Ils m'ont dit, c'est pas du tout jeunesse. En fait, le webtoon en Corée, c'est à partir de 14-15 ans. Et c'est que des thématiques sentimentales. C'est de la bleuette, c'est de la romance, en fait. Il y a de la romance gay, homo, il y a de la romance, mais c'est vraiment des sujets comme ça. Et donc, je suis étonnée que ça aille aussi vite, parce que ça, c'était il y a 1 an que je suis allée au festival de webtoon, là. Et quand j'ai posé la question, très clairement, les éditeurs coréens m'ont dit non, nous, c'est pas jeunesse. Et là, je vois que voilà, maintenant, les enfants français, s'ils sont mis, ils trouvent des canaux pour regarder, et ils trouvent des choses qui les intéressent. Donc voilà, voilà ce qu'on peut dire sur le webtoon. Enfin, ce que je peux dire. Non, pas grand-chose à rajouter, si ce n'est qu'il faut, en tout cas, pas en avoir peur, et surtout se dire, enfin, pareil sur les dernières études, je crois du CNL, je crois qu'il y a seulement 2% du lectorat qui font une espèce de fixette juste sur un genre, c'est-à-dire le manga principalement. C'est rien du tout. Ça veut dire que tout le reste, en fait, il y a une complémentarité des genres. Donc, en fait, voilà, juste n'ayons pas peur. Et bah oui, les écrans prennent un temps considérable, nous prennent un temps considérable. Donc forcément, il y avait une suite complètement logique, en tout cas, à cette forme de lecture, et qui, pour le coup, à partir du moment où il y a cette complémentarité-là et que nous, on y trouve un équilibre, je pense que comme tout, et comme la problématique de l'Internet en règle générale, c'est qu'il y a de tout, et que, encore une fois, nos rôles de professionnels sont dans la médiation et dans justement le fait de sortir ce qui peut être le plus intéressant de tout ça. Qui connaît Webtoon dans cette salle? Ouais. Et les webtoons sont adaptés Alors oui, on n'a pas... Alors, pas tous, mais parce que les plus connus, voilà. C'est des titres qu'on trouve, nous, à la bibliothèque et qui sont des barres et webtoons. Ça existe. Donc, on peut imaginer des rayons Webtoon dans quelques années dans les médiathèques et dans les librairies. En tout cas, c'est très demandé. Et Editis vient de créer sa propre plateforme de webtoon cet été. Tout à fait, Cocoon. Un indicateur de la tendance. Ça vous laisse songer. On est dans le métavers. C'est un travail d'un studio comme les mangas ou c'est un travail personnel? Les webtoons. Alors, je connais pas les... Aude, je pense que c'est la même méthodologie, je pense, que les mangas de studio. J'avais participé à une table ronde à Angoulême en 2018. Et en fait, c'était assez amusant parce que c'est apparu à peu près au même moment que les blogs BD en France. Et c'était le directeur de la revue de la bande dessinée qui présentait la table ronde et qui indiquait que c'était assez drôle le parti pris inverse qui avait été fait économiquement, en tout cas en Corée. C'est-à-dire qu'en France, les auteurs c'était juste tellement contents d'être repérés qu'ils faisaient ça gratos. Et que finalement, les auteurs et les autrices de webtoon coréens, c'était eux mis en collectif, donc c'est pas une initiative individuelle en fait, mais avaient décidé de le commercialiser. Et du coup, ils étaient payés, ils avaient créé des plateformes pour ça. En fait. Donc on est plutôt sur cette logique-là. Ça ressemble, c'est pas ce que plus, c'est une logique de youtubeur. C'est-à-dire un collectif d'auteurs, un collectif de réalisateurs qui décide de monétiser en fait sa création. Mais c'est un travail personnel. Mais c'est un travail personnel. Comme c'est des petits formats, ça peut être un travail personnel. Ça, mais c'est tellement monstrueux que c'est... Ça peut être, après, ça peut être édité évidemment. C'est pas mal quand ça l'est. Pas d'autres questions? Excusez-moi. Bonjour, vous avez beaucoup parlé de l'évolution des pratiques de lecture en fait des gens, en parlant de la BD qui augmente son nombre de lecteurs, les mangas, etc.
Je me demandais, le titre de la table ronde, c'était BD tremplin vers la lecture. Je me demandais si l'augmentation était une augmentation relative ou si c'était une augmentation réelle de lecteurs qui, grâce à la BD, arrivent à la lecture, ou si c'était une augmentation de lecteurs de BD dans le nombre de lecteurs global. Si la population de gens qui lisaient autrefois des romans, maintenant des BD, ou si il y avait vraiment eu une augmentation de lecteurs grâce au fait que la BD s'est diversifiée, a évolué, passé par le manga, etc. Je ne sais pas si vous avez une réponse à cette question. Il y a plusieurs, moi je n'ai pas de chiffres, je me garderais bien de vous donner des proportions, mais en tout cas il y a aussi une augmentation de l'offre de bande dessinée. Dans le prorata de tout ce qui est proposé aux enfants, il y a de plus en plus, chaque éditeur jeunesse maintenant pratiquement, enfin pas tous, mais a une petite proposition de BD. Donc en fait, proportionnellement, l'offre de BD jeunesse elle a augmenté. Et si on croise ça avec le rajeunissement du lectorat, qui fait que les enfants vont de plus en plus tôt vers la BD, ça fait que exponentiellement, il y a plus de quantité d'enfants qui lisent de la BD. Et après, on n'a pas parlé aussi de... on disait qu'historiquement, c'était plus les filles qui lisaient des romans, etc. La BD s'adresse aussi à un genre... Enfin, c'est plus comment dire, c'est plus neutre. Enfin, c'est plus inclusif. Et puis, la dernière chose que je voulais dire, je sais plus ce que c'était, par rapport au rajeunissement, je sais plus. Mais voilà, il y a plusieurs paramètres à prendre en compte, en fait. Merci. Il y a toujours une petite majorité de garçons qui lisaient BD, je crois. Ah oui, voilà, c'est un genre plutôt masculin. Oui, c'est ça que je voulais dire, c'est que aussi les acteurs qui font les BD, les actrices, nous, on est des opérateurs des BD. Moi, je suis éditrice de BD. Je ne suis pas la seule. C'est de plus en plus féminin. Mais il y a quelques années, il y a 15 ans, quand j'ai commencé à travailler dans la BD, c'était très masculin. Donc tout ça, ça a des implications dans ce qui est proposé aux enfants. Donc aujourd'hui, on propose des BD qui sont aussi plus inclusifs et les jeunes filles s'y retrouvent plus dans la capacité à se projeter. Et aussi, les autrices sont vraiment de plus en plus nombreuses. Il y a 30 ans, on avait Bretéché, on avait Florence Estac et c'est tout. Aujourd'hui, moi j'ai un catalogue, c'est pas volontaire, mais j'ai un catalogue de bandes dessinées. 3/4, ce sont des femmes. Et parce que j'aime ce qu'elles me proposent, parce que peut-être je me retrouve aussi dedans, et je me dis que les mamans se retrouvent aussi dans le genre BD, les filles aussi. Donc en fait, c'est la proportion des lecteurs aussi qui augmente, parce que c'est plus inclusif au niveau général, tous les acteurs qui font la production BD, quoi. Et pour ajouter aussi dans ce sens sur la question tremplin, dans la BD jeunesse, il y a beaucoup d'adaptations littéraires aussi. Enfin, en ce moment, en tout cas, on le voit de manière très flagrante. Et juste pas oublier que tremplin vers la lecture, ça peut être aussi une petite provocation, c'est-à-dire que lire de la BD, en soi, il n'y a pas besoin de tremplin, c'est déjà de la lecture. Alors, effectivement, moi, ce que je trouve super dans en tout cas, dans ce fond-là jeunesse, adolescence, c'est qu'effectivement, on découvre aussi maintenant des auteurs et autrices dans ces adaptations différentes. Mais de la même manière, moi, je l'ai entendu un nombre de fois incalculable en médiathèque, des parents dire à leurs enfants, non, prends un vrai livre, prends pas une BD ou un manga. Voilà, lire de la BD, ça aussi, il faut juste accepter que c'est de la lecture et c'est génial. Dans le même sens aussi, je pense qu'on l'a tous remarqué, les auteurs qui étaient à l'origine des auteurs et des autrices jeunesse, de plus en plus se retrouvent à faire de la BD par goût, par envie, parce qu'on va les chercher, parce que les frontières deviennent effectivement de plus en plus poreuses, et que c'est de toute façon le but ultime est de raconter des histoires et d'installer un univers et de faire naître des héros auxquels les enfants vont s'attacher. Donc ces frontières-là, elles sont vraiment quasiment inexistantes aujourd'hui, et de même que les éditeurs s'intéressent à ce qui se passe à côté, les auteurs naviguent entre ces formats. C'est vraiment ce que disait Karine tout à l'heure.
il y avait un côté très cloisonné avant qui est en train gentiment, et ça fait du bien, de s'ouvrir. Donc voilà, les enfants en fait ils font pas de tri, ils s'attachent à un univers, à une histoire, à un ton, et c'est ça qu'ils vont chercher, et ils vont passer de l'un à l'autre du moment qu'ils lisent. Voilà, c'est vraiment, on a gagné quoi. Et oui, ma question, en fait, elle était dans le cadre de l'illettrisme. Voilà, c'était pour dire, est-ce que justement, grâce à la BD, on peut espérer toucher des gens qui, sinon, sont tellement en difficulté face à l'écrit qu'ils n'oseront pas ouvrir un livre? Alors, au-delà de l'illettrisme, moi, je pense qu'à l'accessibilité. Et ça, vraiment, pour moi, c'est un sujet qui m'intéresse personnellement, mais il y a aucune, vraiment, la BD n'est pas du tout concernée. Par exemple, tous les publics 10. En fait, il y a des collections de première lecture qui pensent à ces enfants-là, et c'est vrai que là, on est sur des. C'est pas la BD aujourd'hui n'est pas un tremplin pour lutter contre l'illettrisme. C'est plutôt un genre qui peut avoir un capital sympathie suffisant pour attirer des enfants qui n'ont pas trop confiance en eux par rapport à la lecture, ou qui sont impressionnés par la fiction. Voilà, c'est plutôt ce rôle-là qu'elle peut jouer aujourd'hui, je pense. Et juste, je sais qu'il y a certaines associations, pour le coup, pour les adultes illettrés, qui effectivement utilisent pour le coup la bande dessinée, parce que de fait, utiliser des livres jeunesse qui sont censés être adaptés à leur niveau de lecture, c'est compliqué. Et pour avoir travaillé avec certaines d'entre elles, effectivement, là pour le coup, la BD devient un outil pour le coup d'accessibilité. Donc c'est assez intéressant, parce que effectivement, en termes de roman, c'est plus complexe à travailler. Je ne sais pas si vous avez une autre question. Non, merci.